Mamadi, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour cette réunion webinaire que vous avez organisée pour nous permettre de nous former, parce que tout ce que j'ai suivi depuis le début nous a apporté énormément d'informations. Et c'est l'occasion aussi de discuter de notre cas que nous avions prévu. Je commencerai par me présenter. Je suis Diakité Mamadi, je suis médecin hématologue au CHU de Conakry, ancien chercheur à la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et actuellement, je suis responsable de l'unité d'hématologie de l'hôpital national Yansdine. Il faut savoir que l'hôpital Yansdine fait partie des deux hôpitaux du CHU de Conakry et aussi secrétaire administratif de l'association guinéenne de lutte contre l'hémophilie. D'accord. Je ne sais pas si vous me recevez bien. OK. Donc, l'objectif de cette présentation est de discuter autour d'un cas clinique à propos d'un enfant que nous avons sur nos listes d'hémophiles et aussi avoir l'avis des spécialistes là-dessus par une discussion interactive et puis ensemble trouver une approche de solution. Diapo. Donc, ce serait une présentation succincte, environ 13-15 diapos maximum. Et l'enfant, il s'agit d'un enfant que nous appelons Ibrahima Sori Kamara, qui est né le 27 septembre 2016 et qui est inscrit cette année au CP1 et qui réside aussi à Conakry, en Guinée. Et la photo d'illustration qui est là a été diapo. Alors, cet enfant, nous l'avons reçu dans un contexte de tuméfaction du genou droit, avec parfois des périodes de douleur au niveau du même genou, dont l'évolution est de 2 ans environ. Donc, depuis 2 ans, cette tuméfaction s'est installée et ils ont eu à faire pas mal de traitements que nous allons essayer de décrire un peu dans l'historique. Diapo. Alors, quant à l'histoire, il faut savoir que la survenue, c'était en juillet 2019, dans un contexte mal élucidé, notamment l'enfant résidait à l'époque en province avec sa maman et son papa dans le service militaire qui était dans la capitale. Donc, ils nous ont apporté un contexte de traumatisme qui a été et qui a été suivi par la survenue d'une tuméfaction très douloureuse au droit. Et vu les approches de solutions qui étaient limitées en province, on va partir le chercher pour le ramener en capitale pour essayer de voir les traitements possibles. D'abord à l'hôpital, mais avec les informations que les gens se partagent souvent, non, ce genre de trucs ne se gèrent pas à l'hôpital, il faut aller à l'indigénat. Il a fait pas mal de traitements à l'indigénat et dans plusieurs localités différentes. Et après avoir bénéficié de quelques traitements à l'hôpital, mais le traitement traditionnel à l'indigénat a été le plus entrepris pendant son suivi thérapeutique. Donc, le résultat obtenu a toujours laissé à désirer parce que bien qu'il y avait une régression quand même au niveau de la tuméfaction et l'enfant ne parvenait pas à se mettre surtout sur ce membre-là, mais après le traitement qu'ils ont entrepris, il a commencé à se mettre sur le pied, mais avec une limitation importante des mouvements. Donc, mais la tuméfaction quand même du genou est restée. Diapo. Et dans ses antécédents et modes de vie, il est né d'un accouchement normal, pas de pathologie néonatale rapportée. Il a été circoncisé en septembre 2016, qui a été suivi par une hémorragie importante prolongée. Et à chaque fois que l'enfant fait un contexte traumatique, il y a des notions de saignement qui se dessinent. Donc la maman a rejoint le papa en ville. Par rapport au calendrier vaccinal, il est vacciné pour ceux qui sont dans le programme élargi de vaccination du pays, mais tous les autres vaccins qui ne sont pas dans ce programme n'ont pas été administrés à l'enfant. Diapo. Avec une tuméfaction du genou, comme nous l'avons dit au départ,
avec une limitation des mouvements qui dépasse difficilement les 90 degrés. Et il y a des cicatrices multiples au niveau de la jaune, pas de douleur, pas de chaleur locale, il n'y a pas de douleur importante actuellement, sauf si on le reçoit en contexte d'hématose qu'on suspecte. Et nous avons quelques images illustratives que nous allons vous présenter. Mais en dehors de ce genou, l'enfant ne présente pas d'autres problèmes au niveau des autres organes. Diapo. Alors, ce sont ces quelques images que nous avons essayé de prendre au niveau du genou de l'enfant. C'est vrai qu'après son traumatisme, il y a eu des lésions au niveau du genou, mais les grandes cicatrices qui se dessinent ici sont liées au traitement traditionnel parce qu'ils ont fait un bandage compressif qui entraîne des frictènes et ces frictènes ont laissé des lésions qui entraînent des grandes cicatrices par la suite. Mais il faut savoir quand même que le genou reste dans cette position, il ne peut pas faire une extension de plus. Diapo. Alors, sur le plan biologique, à l'examen paraclinique, sur le plan biologie, l'hémogramme était quasiment normal avec les plaquettes dans les normes. Le TP était à 83% et le TCA était à 70 secondes selon le résultat donné par le laboratoire. Et avec correction, hier, nous avons demandé, avec certaines suggestions, de nous fournir le réactif utilisé que nous n'avons pas pu avoir. Et nous avons envoyé à CERVA pour le dosage des facteurs. Et il est venu avec un taux résiduel du facteur 8 inférieur à 1% et le facteur 9 à 116%. Mais dans notre contexte, nous ne faisons pas la recherche d'inhibiteurs et l'échantillon n'a pas été envoyé aussi à CERVA pour la recherche d'inhibiteurs. Diapo. Alors ça, c'est des imageries qui ont quand le traumatisme s'est passé et qui montrait à l'époque un décollement épiphysaire et qui nous montre que les traitements qu'ils ont entrepris ont permis de rapprocher les différentes épiphyses, mais il se présente quand même selon l'interprétation des orthopédistes et des radiologues qu'il y a des lésions de géodes qu'on retrouve au milieu plaide en faveur d'une ostéomyélite. C'est ce qu'ils nous ont donné comme dernière conclusion par rapport à l'état actuel. Et cette radiographie a été faite le 30 mars 2021. Donc au départ, c'était un décollement épiphysaire au niveau du genou droit. Et actuellement, il présente une raideur au niveau des tendons, selon ce qu'il nous a expliqué, et la présence de signes en faveur d'ostéomyélite. Donc, au total, ce qu'on a retenu chez l'enfant, c'est un enfant de 6 ans bientôt, hémophilie A sévère, qui a présenté anciennement un décollement épiphysaire avec formation d'une ostéomyélite. Et le traitement proposé actuellement par les orthopédistes consistera à faire une élongation chirurgicale du tendon pour obtenir une extension normale. Parce que selon les explications, si l'enfant reste dans cette position, non seulement ça peut jouer sur les autres membres, le contrôle latéral, et puis ça peut jouer aussi sur le rachis parce qu'il ne parvient pas du tout à se redresser au cours de la marche. Diapo. Alors, avant de passer à la question qui nous préoccupe davantage, nous allons présenter succinctement sur certains aspects de la prise en charge de l'hémophilie actuellement en Guinée. Il faut savoir que nous avons reçu nos premières doses de concentré de facteurs en juin 2021. Il s'agissait de 50 doses de facteur A et 30 doses de facteur 8. Et nous n'avons pas d'orthopédistes expérimentés avec les hémophiles. Il y a les orthopédistes quand même qui prennent en charge les différentes questions, mais par rapport à la question des hémophiles, ils ne sont pas expérimentés là-dessus. Nous n'avons pas la possibilité de doser régulièrement les facteurs parce que même le résultat que nous avons présenté ici a été envoyé à CERVA pour avoir les résultats. Et il n'y a pas aussi la possibilité de rechercher les inhibiteurs sur place. Donc c'est un peu ça la situation actuellement. Et la question qu'on se pose maintenant sur le diapo suivant. Diapo.
On se pose trois questions par rapport à cet enfant. La première question, est-ce qu'il y a la possibilité d'appuyer l'équipe locale pour la prise en charge de cet enfant à distance? Ils ne sont quand même pas expérimentés là-dessus. La deuxième question qu'on se pose, est-ce qu'il y a la possibilité de recevoir cet enfant dans un endroit mieux adapté où toutes les alternatives thérapeutiques peuvent être appliquées et se prêter aussi aux différentes complications, notamment l'administration des facteurs. Et la troisième, est-ce qu'il faut procéder à une surveillance de l'enfant si les deux autres suggestions ne sont pas possibles? Donc, c'est un peu ça par rapport à ce cas clinique. Les avis, les informations complémentaires pour une approche de solution que nous allons retenir ensemble serait vraiment souhaitable pour ce cas présenté. Donc, je crois que j'avais mis une image. Voilà, c'est l'image que j'ai prise de l'enfant hier. Et il est arrêté, il est dans cette position. Et ça permet aussi de mettre le machiche dans une position intimidable par ses défauts. Côté, le membre gauche développe régulièrement des hématomes ou des hémarthroses. Même hier, on l'a reçu dans ce contexte avec une tuméfaction de la cheville que peut-être vous pouvez un peu constater sur la cheville gauche et du genou gauche. C'est un peu ça le tableau actuel. S'il y a des informations complémentaires avec M. Thomas, Pierre Louan, Philippe, donc ce serait les bienvenus. Merci. Merci à vous, Dr Diakité, un grand merci. Donc, on va peut-être demander à Laurent Frenzel, qui est donc de l'APHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, donc de l'hôpital Necker, qui est donc le responsable du centre de traitement de l'hémophilie Necker, le centre de ressources et de compétences des maladies hémorragiques rares, et qui justement entame avec l'équipe de Guinée un partenariat entre Necker dans le cadre de l'AFAT et avec le docteur Diakité et l'association guinéenne. Donc Laurent Frenzel, peut-être des premiers éléments de réponse par rapport à l'ensemble des questions posées et peut-être en ouvrir d'autres d'ailleurs. Oui, bonjour, encore bonjour à toutes et à tous. Donc, ouais, c'est un cas clinique intéressant et un peu caractéristique de la prise en charge d'un hémophile. Alors, Thomas, je ne sais pas si vous avez eu, je vous ai renvoyé le diaporama avec quelques corrections, mais c'était peut-être un peu juste. Donc, j'ai rajouté 2-3 diapos. Est-ce que vous voulez que je le partage ? Non, pas spécialement. Après, c'est un peu les questions. On en avait un petit peu discuté hier avec la très belle présentation de Mamadi Diakité sur cet enfant. Je pense que les 3 questions, oui, sont importantes pour la prise en charge. Et surtout, la première question, moi qui me vient quand je vois cet enfant, les radios qui ont été montrées, et puis l'indication chirurgicale, c'est vraiment est-ce qu'il y a une véritable indication chirurgicale pour cet enfant? Parce que quand on regarde les radios, ce qu'on voit, probablement c'est une hémarthrose qui évolue depuis déjà effectivement plusieurs mois, voire années, avec une arthropathie de ce genou droit, un décollement épiphysaire avec probablement une atteinte de la métaphyse. Vous savez, la métaphyse, c'est ce qui permet à l'os de grandir. Et donc, est-ce que le fait d'élonguer le tendon rotulien va permettre du coup d'avoir une flexion normale chez cet enfant? Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr du tout. Et puis d'autre part, c'est une intervention qui n'est pas non plus sans risque hémorragique. Donc, c'est une intervention qui va nécessiter des facteurs régulièrement, 1, 2, voire 3 fois par jour au départ pour éviter effectivement les saignements. Comme vous l'avez bien dit, Mamadi Diakité, c'est une équipe qui a pas en tout cas du tout de l'habitude, l'équipe chirurgicale, j'entends, du tout l'habitude effectivement de prendre en charge des patients hémophiles avec le risque hémorragique dont on connaît. Donc voilà, moi c'est déjà effectivement la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut vraiment opérer ce jeune garçon? Qu'est-ce qu'on en attend au vu du risque, entre guillemets, qu'on va effectivement faire prendre à ce jeune garçon lors de cette intervention chirurgicale? Alors, Philippe, oui, pardon. Tu as pu regarder avec l'équipe des orthopédistes chez toi les radios et suggérer qu'est-ce qu'il faut comme examen complémentaire, sachant que
le problème des coûts des examens à pédiatrie comme ailleurs. Ouais, alors, j'ai pas eu encore le temps de les voir directement, mais après, bon, pour effectivement avoir eu quelques cas un petit peu similaires. Voilà. Idéalement, bien entendu, et j'entends bien la problématique des examens complémentaires, voilà, l'histoire de l'ostéomyélite, bon, ça serait un peu particulier, et puis je pense que ça irait plutôt dans une conséquence de l'hémarthrose plutôt que dans une véritable infection de l'os. Après, bien sûr, ça va être l'IRM qui va permettre de rectifier ou non ce diagnostic, puisque sur l'IRM, bon, on verra s'il y a une inflammation au niveau de la moelle ou pas, et ça sera effectivement assez concluant, mais après, oui, avec la limite de la possibilité de faire cet examen. Et l'élongation du tendon rotulien, pour en discuter, c'est quelque chose qu'on fait très peu et certainement on n'en fait pas dans l'hémophilie, en tout cas sur la prise en charge. Pourquoi? Parce que l'intérêt, en tout cas le bénéfice en termes de flexion va être assez limité. C'est surtout l'articulation qui est problématique. Et comme vous l'avez bien dit, l'articulation reste gonflée. Donc, je pense qu'après, ça va être le point d'après, mais ce qui va être important pour ce jeune homme, ça va être de discuter surtout la prophylaxie par facteur 8 pour diminuer le gonflement, l'hémarthrose qui résiste. Et je pense qu'en faisant ça, on va déjà gagner en fait tout simplement en flexion. Alors après, il y aura de la rééducation bien entendu derrière, mais je pense qu'à mon avis, discuter, mais je vais bien sûr récupérer les radios et les présenter à notre équipe d'orthopédie pédiatrique de chez nous. Mais globalement, je pense que, voilà, donc, je pense que la priorité, ça va être surtout effectivement de limiter le phénomène d'hémarthrose et il va déjà récupérer un tout petit peu de mobilité. Donc, si je comprends bien, il y a un enjeu de prophylaxie. Je m'intéresse côté patient, Dr Frenzel. Donc, ça veut dire une prophylaxie. Qu'est-ce que ça veut dire au fond pour quelqu'un qui n'a jamais eu de prophylaxie et qui, tout à l'heure, il y a un enjeu de suivi thérapeutique, d'explication auprès de l'enfant. Il y a évidemment l'enjeu de l'accès au traitement. Alors là, en Guinée, il y a les premiers traitements qui sont arrivés. C'est une prophylaxie avec un dosage. C'est quoi? C'est combien de jours, combien de doses? Est-ce que ça veut dire que l'enfant doit venir tous les 2 jours à l'hôpital, veut dire 3 jours à l'hôpital? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on lance une prophylaxie? Alors déjà, quel est l'intérêt d'une prophylaxie? C'est déjà effectivement la question. C'est de protéger les articulations. Alors, faut imaginer la prophylaxie, ça permet toujours d'avoir un petit peu de facteur 8 qui circule. Donc, c'est un peu ça l'idée, justement, de protéger déjà l'articulation qui est déjà abîmée du genou. Et comme l'a très bien dit Mamadi, a dit Akité tout à l'heure, c'est qu'il commence à présenter d'autres articulations aussi, puisqu'il y a des hémarthroses sur d'autres articulations. Il faut éviter effectivement qu'on se retrouve dans le même cas de figure avec les autres articulations et la prophylaxie permet de protéger justement les articulations. Alors c'est vrai que ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs injections en général par semaine. Alors, on commence souvent par 1, 2, voire 3 injections par semaine. Ça ne nécessite pas forcément de suivre la cinétique du facteur 8 plasmatique, mais par contre, là je l'ai vu effectivement dans les questions, on va se poser également la question de est-ce qu'il ne va pas faire une allonisation, est-ce qu'il ne va pas développer un inhibiteur, en sachant que ce garçon, si je me souviens bien, il a eu que 2 ou 3 injections pour l'instant. Et c'est vrai que si on discute de mettre en place cette prophylaxie, on va se retrouver dans les 20-30 premières injections dans ce fameux risque de développement d'inhibiteurs qu'il faudra surveiller avec toute la question comment faire, parce que voilà, le dosage des inhibiteurs, ce n'est pas si simple. Comment effectivement on peut essayer de pallier ce problème d'inhibiteurs, de recherche d'inhibiteurs avec d'autres examens. Donc ça, tout ça, effectivement, c'est des questions importantes. Et c'est vrai que pour ce jeune garçon, ça veut dire quoi? Ça veut dire venir à l'hôpital effectivement plusieurs semaines pour protéger ses articulations. Et on pourrait imaginer que la famille puisse apprendre à faire les injections dans un deuxième temps, une fois qu'ils se sont familiarisés avec le traitement et que ainsi ça puisse se faire à domicile, par exemple. Oui, tout à fait. En général, nous, en tout cas, sur Necker, c'est ce qu'on fait assez rapidement. On demande déjà aux parents d'apprendre à perfuser leur enfant. Puis après, souvent, c'est les enfants eux-mêmes qui se perfusent. Mais bon, on fait ça à partir de l'adolescence, bien entendu. Mais c'est des choses qui sont tout à fait envisageables à domicile, donc avec des règles de protection et qui s'apprennent. Et tout ça, ça s'apprend, évidemment. Compte tenu de la situation locale, est-ce que et en sachant que l'aide humanitaire potentiellement peut le faire, est-ce que tu commencerais par de l'hémicizumab? Parce que traiter un patient avec inhibiteur en Afrique subsaharienne, c'est un challenge faire une tolérance immune, c'est vraiment pratiquement impossible. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser très rapidement à passer à l'hémicizumab?
Alors, si c'est quelque chose qui est possible et que c'est disponible, sans hésitation, honnêtement, sans hésitation. Si c'est quelque chose qui est disponible. L'hémicizumab, hein, pour peut-être effectivement, je ne sais pas si tout le monde connaît ce médicament, qui fait l'action en fait du facteur 8, et c'est un anticorps en fait qui va faire comme du facteur 8 sans être du facteur 8, entre guillemets, hein, pour vraiment simplifier. Beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que c'est un traitement qui permet d'avoir une stabilité en termes de protection. Puis surtout, ça se donne par voie sous-cutanée toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et ça, c'est encore beaucoup plus facile, effectivement, à administrer. Donc oui, tout à fait. Si c'est une possibilité, en tout cas, si c'est un produit qui pourrait être en tout cas disponible, ah bah oui, je pense que c'est une très bonne indication au passage à l'hémicycle. C'est un produit qui est dans le cadre de l'aide humanitaire qui est proposé dans un certain nombre de pays qui sont limités. Et malheureusement, Dr Assad Affar de l'aide humanitaire à la Fédération mondiale n'est pas présent à ma connaissance. Et donc, il ne pourrait pas dire si la Guinée-Conakry serait éligible, j'allais dire, pour ce type de traitement. Mais c'est une question en tout cas qu'il peut le poser, puisque je crois que dans un certain nombre de pays de la FAT ont déjà des patients qui sont sous emicizumab. Je crois qu'il y a un certain nombre de professionnels de santé ici qui ont déjà cette expérience-là de suivre des patients sous ces emicizumab dans le cadre de l'aide humanitaire de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Je vais poser une question. Mamadi, combien ça coûte de faire une IRM chez vous? Quelle est la possibilité de la faire? Je ne sais pas si Mamadi est toujours là. Il est toujours là, mais son écran est fermé pour l'instant. Et voilà. C'est bien possible de le faire. Et ça tourne, selon l'information que j'ai reçue, parce qu'il y a une seule structure qui est utilisée, ça tourne autour de 350, 360 euros. D'accord. D'accord. C'est une vraie question parce que je pense que si on n'a pas d'IRM, on ne peut pas aller plus loin dans ce cas-là pour que l'équipe de Laurent puisse vous aider. Et je ne sais pas quelles ressources on peut mobiliser ou pas. Le principe de la FAT, c'est qu'on est d'argent, mais la Fédération mondiale fournit des produits. Notre travail, c'est éducation et diagnostic. Pour le diagnostic, on peut profiter de remercier Stago, qui est un vrai partenaire pour l'ensemble des pays de la FAT. Mais pour l'aide, pour les examens, je ne sais pas si Thomas, tu as une réflexion quelconque par rapport à ce qu'on pourrait faire pour qu'au moins on ait cet examen qui est honnêtement indispensable dans ce contexte. Thomas. Ensuite, c'est une question. Vous m'entendez? Oui, en principe, c'est une question. C'est une question qui est toujours difficile. L'association fournit, aide en fait les patients à pouvoir se rendre en consultation, c'est-à-dire qu'on est amené à faire entre guillemets des bons de transport, quoi, à aider les gens pour se déplacer, puisqu'on sait souvent que c'est un problème, je veux dire, pour les personnes de se déplacer vers le centre qui est situé à la capitale. Et pour des situations un peu particulières, il y a la mobilisation qui peut y avoir lieu, la mobilisation de l'association qui peut avoir lieu, mais ça reste des cas évidemment très exceptionnels et tout dépend évidemment de l'engagement financier que ça représente. Et ensuite, c'est une discussion qui peut avoir lieu au cas par cas. Voilà. Et voilà, c'est une discussion qui peut avoir lieu au cas par cas. Je vois qu'il est 13h55. Je vois qu'il y a une question qui a été posée par Gilbert Nyunkuru du Burundi, voilà, parlant du partenariat avec un nouveau pays de la FAT. Y a-t-il pas moyen d'organiser pour des descentes dans ce pays pour appuyer l'association au groupement de quelques patients dans leurs efforts de plaidoyer auprès des services publics sanitaires, organiser des genres de conférences publiques n'ayant pas de CTH, de centre de traitement? Il y a très peu de patients et c'est comme si l'hémophilie n'est pas un problème qui interpelle. Mais, Gilbert, comme vous savez, nous, on a votre volonté de vous accompagner en 2022 avec le Burundi. Donc, je ne sais pas si la descente, le terme descente, c'était pour le fait qu'une équipe française pourrait descendre au Burundi, mais c'est l'idée, voilà, de pouvoir vous accompagner et de descendre jusqu'au Burundi pour justement mener ces actions de plaidoyer, d'accompagnement des personnes au plus proche de vous.
il y a un enjeu pour le Burundi, c'est que du point de vue médical et administratif, il y a un soutien médical. On va y arriver, je pense, Gilbert. Surtout ne perdez pas courage. On est tout proche de cet accompagnement concret au Burundi. Voilà. Thomas, vu l'heure, je crois que comme on a 3-4 minutes, je te laisse conclure. Je voulais juste moi remercier vraiment tous les intervenants, intervenantes et répéter que les dias sont à ta disposition, que les échanges de mails continuent, que c'est pas parce qu'on est frustré parce que ça s'arrête maintenant, mais tout le monde a des impératifs, que les choses ne continuent pas. Donc, et on vous ressollicitera pour un Voilà, Thomas. Oui, je ne vais pas dire beaucoup, je vais pas dire grand-chose de plus, si ce n'est que, en fait, tout ce travail, en fait, a pu être fait pour aider à la fois sur le plan biologique, médical et associatif, et que ça sera notre démarche tout au long de ce travail de la FAT et de ces webinaires. C'est apprécier l'ensemble de ces 3 problématiques autour de cas pratiques, et que l'enjeu pour nous, c'est véritablement se situer dans cette démarche de partenariat professionnel de santé patient, parce que, comme le souligne souvent la Fédération mondiale, c'est vraiment un triptyque à travers le plaidoyer, à travers les pratiques de soins et à travers l'éducation, qu'il s'exprime avec le plus de force et que l'appui sera le plus utile. C'est-à-dire que si la parole des patients accompagne celle des professionnels de santé, en particulier vis-à-vis des autorités de santé, eh bien, évidemment, ça renforce la demande puisqu'elle s'appuie sur une demande sociale. Et c'est la grande force de la Fédération mondiale de l'hémophilie d'avoir compris ça très tôt, dès les débuts des années 60, que c'est par la construction de mouvements citoyens qu'on construit, au fond, des structures de santé les plus adaptées possibles à la situation des pays. Alors, c'est un long combat, on le sait. D'y participer, mais on sait qu'il reste encore beaucoup de travail. Mais sachez voilà, qu'on est près de l'Afrique francophone et qu'on continuera notre travail, voilà, aux côtés de la Fédération mondiale et à vos côtés. Voilà, donc rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu sans aucun doute au premier trimestre 2022 avec d'autres sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez voir traités, venez auprès de nous et on les examinera pour les sélectionner, à la fois que ce soit des cas cliniques, des cas biologiques ou des cas associatifs. Voilà. Au revoir à tous et merci. Et on répondra. Au revoir, merci beaucoup. Voilà. On répondra aux Merci, questions. au revoir. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, à la prochaine Merci à vous. conférence. Au revoir à tout le monde. Merci Au à Au vous. revoir, merci. Désolé de ne pas pouvoir être tout le temps. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Ok. Au À revoir. bientôt. Monsieur Nsapou. Bonjour au Gabon. Au revoir. Bonjour. Un grand merci à tous. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci aux panélistes et à tous les participants. C'était vraiment très intéressant. Merci Gilbert. Gilbert, on est tout proche de vous. Vous le savez. Salut, Oui, je le Brigitte. sais. Je le sais, oui, je le sais. C'est compliqué, mais je le sais. Oui. Bon courage. Merci beaucoup. Voilà, on a l'impression que voilà, c'est quasiment c'est une belle chose d'avoir pu réunir presque plus d'une dizaine de pays africains sur un même webinaire. Donc, bravo à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir.